Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour commencer avec vous la lecture des 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Alors pour revenir un peu sur l'auteur, elle est née en novembre 1832 à Germantown en Pennsylvanie et est morte à Boston en 1888. Donc c'est une romancière américaine connue surtout pour son œuvre, donc Les 4 filles du Docteur March, paru en 1868 que je vais vous lire ce soir. Alors pour vous resituer un peu le personnage, Louisa May est la deuxième d'une fratrie de 4 filles. Elle est éduquée par un père philosophe et très exigeant, mais aussi par Henry David Thoreau, le poète et enseignant, mais aussi elle a pour maître le philosophe Emerson et elle ne sera jamais allée à l'école, ce qui ne l'empêchera pas, dès l'âge de 16 ans, d'écrire son premier livre et conte de fées, Fables de fleurs. Voilà. Avant de devenir écrivain, elle sera tour à tour professionnaire occasionnelle, gouvernante, couturière, aide domestique et deviendra donc écrivain et écrivera donc Les 4 filles du Docteur March qui lui vaut un succès international. Voilà, pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. J'ai aussi oublié de vous dire que le récit que je vais vous lire ce soir est un roman d'inspiration autobiographique. Vous le verrez au fil de ma lecture que le personnage de Joséphine, alias Jo, ressemble beaucoup à Louisa May. Voilà, c'est un grand classique américain et le livre propose une vision un peu de la vie de famille au 19e siècle, la vie de famille américaine, et une échelle de valeurs morales très traditionnelle. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je commence donc avec vous la lecture des 4 filles du Docteur March. Chapitre 1. Une famille américaine. Noël ne sera pas Noël si l'on ne nous fait pas de cadeaux, grommela Miss Jo en se couchant sur le tapis. C'est cependant terrible de n'être plus riche, soupira Meg en regardant sa vieille robe. Ce n'est peut-être pas juste non plus que certaines petites filles aient beaucoup de jolies choses et d'autres rien du tout, ajouta la petite Amy en se mouchant d'un air offensé. Alors, Bess, du coin où elle était assise, leur dit gaiement « Si nous ne sommes plus riches, nous avons encore un bon père et une chère maman, et nous sommes 4 sœurs bien unies. La figure des 3 sœurs s'éclaircit à ces paroles. Elle s'assombrit de nouveau quand Jo ajouta tristement « Mais papa n'est pas près de nous et n'y sera pas de longtemps. » Elle n'avait pas dit « Nous ne le reverrons peut-être jamais », mais toutes l'avaient pensé et s'étaient représenté leur père bien loin, au milieu des terribles combats qui mettaient alors aux prises le nord et le sud de l'Amérique. Après quelques moments de silence, Meg reprit d'une voix altérée. « Vous savez bien que maman a pensé que nous ferions mieux de donner l'argent de nos étrennes aux pauvres soldats, qui vont tant souffrir du froid. Nous ne pouvons pas faire beaucoup, c'est vrai, mais nos petits sacrifices doivent être faits de bon cœur. Je crains pourtant de ne pas pouvoir m'y résigner, ajouta-t-elle en songeant avec regret à toutes les jolies choses qu'elle désirait. Maman n'a pas parlé de notre argent et elle ne peut pas vouloir que nous n'ayons rien du tout. Achetons chacune ce que nous désirons, nous avons assez travaillé toute l'année pour nous le permettre, s'écria Jo. Oh oui, moi je l'ai bien mérité en m'occupant tous les jours de l'éducation de ces méchants enfants quand j'aurais tant aimé rester à la maison, dit Meg qui avait repris son ton plaintif. Vous n'avez pas eu la moitié autant de peine que moi, reprit Jo. Comment feriez-vous s'il vous fallait rester, ainsi que moi, enfermé des heures entières avec une vieille personne capricieuse et grognon qui n'a pas plus l'air de se rappeler que je suis sa nièce que si je lui arrivais tous les jours de la lune, qui n'est jamais contente de rien, qui enfin vous ennuie à tel point qu'on est toujours tenté de s'en aller, de peur de la battre. C'est mal de se plaindre. Cependant, je pense que la chose la plus désagréable qui se puisse faire ici, c'est de laver la vaisselle et de faire les chambres, comme je le fais tous les jours, dit Bess avec un soupir que cette fois tout le monde entendit. Ce fut alors le tour d'Amy.
Je ne pense pas qu'aucune de vous souffre autant que moi. Vous n'avez pas à aller en classe avec d'impertinentes petites filles qui critiquent vos vêtements et dédaignent votre père parce qu'il a, par trop de bonté, perdu sa fortune subitement. La vérité est, répondit Meg, qu'il vaudrait mieux que nous eussions encore la fortune que papa a perdue il y a plusieurs années. Nous serions, je l'espère, plus heureuses et bien plus sages si nous étions riches comme autrefois. Vous disiez l'autre jour que nous étions plus heureuses que des reines. Oui, Bess, je le pense encore, car nous sommes gais et quoique nous soyons obligés de travailler, nous avons souvent du bon temps, comme dit Joe. Joe emploie de si vilains mots, dit Amy. Joe se leva tranquillement sans paraître le moins du monde offensé et jetant les mains dans les poches de son tablier, se mit à siffloter gaiement. « Oh, ne sifflez pas, Joe. On dirait un garçon, s'écria Amy. Et même un vilain garçon. C'est pourtant dans l'espoir d'en devenir un, mais un bon, que j'essaye de siffler, répliqua Joe. Je déteste les jeunes personnes mal élevées, dit Amy. Je hais les bambines affectées et prétentieuses, répliqua Joe. Les oiseaux sont d'accord dans leur petit nid, chanta Bess d'un air si drôle que ses sœurs se mirent à rire et que la paix fut rétablie. Vous êtes réellement toutes les deux à blâmer, dit Meg, usant de son droit d'aînesse pour réprimander ses sœurs. Joséphine, vous êtes assez âgée pour abandonner vos jeux de garçon. Vous devriez vous souvenir que vous êtes une demoiselle. Je n'en suis pas une. Et si mes cheveux relevés m'en donnent l'air, je me ferai deux queues jusqu'à ce que j'aie 20 ans. S'écria Joe en arrachant sa résille et secouant ses longs cheveux bruns. Je déteste penser que je deviens grande, que bientôt on m'appellera Miss March, qu'il me faudra porter des robes longues et avoir l'air aussi raide qu'une rose trémère. C'est déjà bien assez désagréable d'être une fille quand j'aime les jeux, le travail et les habitudes des garçons. Pauvre Joe, c'est vraiment bien désagréable. Mais comme cela ne peut pas être autrement, vous devez tâcher de vous contenter d'avoir rendu votre nom masculin et d'être pour nous comme un frère, dit Bess en caressant la tête de sa sœur Joséphine, d'une main que tous les lavages de vaisselle du monde n'avaient pu empêcher d'être blanche et douce. Quant à vous, Amy, dit Meg, continuant sa réprimande, vous êtes à la fois prétentieuse et raide. C'est quelquefois drôle, mais si vous n'y faites pas attention, vous deviendrez une petite créature remplie d'affection. Vous êtes gentille quand vous êtes naturelle, mais vos grands mots que vous écorchez et que vous ne comprenez pas toujours sont aussi mauvais dans leur genre que les mots trop familiers que vous reprochez à Joe. Si Joe est un garçon habillé en fille et Amy une petite sotte, qu'est-ce que je suis donc ? Demanda Bess, toute prête à partager la gronderie. Vous êtes notre petite chérie et rien d'autre, répondit chaudement Meg. Et personne ne le contredit. La pendule sonna 6 heures, et Bess, ayant balayé le devant de la cheminée, mit à chauffer devant la flamme une paire de pantoufles. « Elles sont complètement usées, ces pantoufles. Il faut que maman en achète une nouvelle paire, dit Joe. »« J'avais pensé que je lui en achèterais avec mon dollar, dit Bess. »« Non, ce sera moi, s'écria Amy. »« Je suis l'aînée, répliqua Meg. Mais Joe l'interrompit d'un air décidé. Maintenant que papa est parti, je suis l'homme de la famille et je donnerai les pantoufles, car papa m'a dit de prendre généralement soin de maman pendant son absence. « Savez-vous ce qu'il faut faire ?» dit Bess. « Chacune de nous achètera quelque chose pour maman, au lieu de penser à elle-même. Il faut laisser maman croire que nous achetons quelque chose pour nous, afin de bien la surprendre. » Et chacune battit des mains. « Je suis bien aise de vous trouver si gais, mes enfants, » dit une admirable voix sur le seuil de la porte. « Je suis bien aise de vous trouver si gai. » Et l'auditoire se retourna pour accueillir avec bonheur une dame dont l'air était extrêmement sympathique. Elle n'était plus ce qu'on appelait belle, car sans être vieille, elle n'était plus jeune, et son aimable et doux visage portait l'empreinte de plus d'une souffrance. Mais les 4 jeunes filles pensaient que le châle gris et le chapeau passé de leur chère maman recouvraient la plus charmante personne du monde. « Eh bien, mes chéries, qu'avez-vous fait toute la journée ? J'ai eu tant de courses à faire aujourd'hui que je n'ai pu revenir pour l'heure du dîner. » « Y a-t-il eu des visites, Bess ?
Comment va votre rhume, Meg? Joe, vous avez l'air horriblement fatigué. Venez m'embrasser, Amy. Pendant que Madame March faisait ses questions maternelles, elle se débarrassait de ses vêtements mouillés, mettait ses pantoufles chaudes et s'asseyant dans son fauteuil avec Amy sur ses genoux, se préparait à jouir du meilleur moment de sa journée. Ses enfants essayaient, chacune à sa manière, de rendre chaque chose confortable. Meg disposa les tasses à thé, Joe apporta du bois et mit les chaises autour de la table, en renversant et frappant l'une contre l'autre les choses qu'elle tenait. Bess, tranquillement active, allait et venait de la cuisine au parloir, tandis qu'Amy, pelotonnée dans les bras de sa mère, donnait ses avis à tout le monde. Comme elle se mettait à table, Madame March dit avec un sourire qui trahissait une grande joie intérieure. « Mes enfants, je vous garde pour après le souper, quelque chose qui vous rendra très heureuse. » Aussitôt, une vive curiosité illumina toutes les figures. Un rayon de soleil n'eût pas mieux éclairé tous les yeux. Bess frappa ses mains l'une contre l'autre, sans faire attention au pain brûlant qu'elle tenait. Et Joe, jetant sa serviette en l'air, s'écria « Je devine une lettre de papa. 3 hurrahs pour papa. » Oui, une bonne et longue lettre. Votre père se porte bien et pense qu'il passera l'hiver mieux que nous ne le supposions. Il vous envoie toutes sortes d'affectueux souhaits de Noël. Et il y a dans sa lettre un passage spécial pour ses enfants, dit Madame March, frappant plus respectueusement sa poche que si elle eût contenu un trésor. Dépêchons-nous de finir de manger. Amy, ne perdez pas votre temps à mettre vos doigts en ailes de pigeon et à choisir vos morceaux. Bess ne finit pas de souper, mais s'en alla dans un coin habituel rêver du bonheur qu'elle aurait quand ses sœurs auraient fini. Comme c'est beau à papa d'être parti pour l'armée comme médecin, puisqu'il a passé l'âge et qu'il n'aurait plus la force d'être soldat, dit Meg avec enthousiasme. Quel dommage que je ne puisse pas aller tout au moins comme Vivendi à Vivandière, ou même comme infirmière à l'armée pour l'aider, s'écria Joe. Cela doit être très désagréable de dormir sous une tente, de manger toutes sortes de mauvaises choses et de boire dans un gobelet d'étain, dit Amy. Quand reviendra-t-il, maman? Demanda Bess, dont la voix tremblait un peu. Pas avant plusieurs mois. À moins qu'il ne soit malade, votre père remplira fidèlement sa part du devoir. Et nous ne devons pas lui demander de revenir une minute plus tôt qu'il ne le doit. Maintenant, je vais vous lire sa lettre. Elles se groupèrent tout autour du feu. Meg et Amy se placèrent sur le bras du fauteuil de leur mère. Bess à ses pieds, et Joe s'appuya sur le dos du fauteuil, afin que, si la lettre était émouvante, personne ne pût la voir pleurer. Dans ces temps de guerre, toutes les lettres étaient touchantes, et surtout celles des pères et leurs enfants. Celle-ci était non pas gaie, mais pleine d'espoir. Elle contenait des descriptions animées de la vie des camps et quelques nouvelles militaires. Il pensait que cette guerre, plus funeste qu'aucune autre, puisqu'elle avait le malheur d'être une guerre civile, prendrait fin plus tôt qu'on avait osé l'espérer. À la dernière page, seulement, le cœur de l'écrivain se desserrait tout à fait et le désir de revoir sa femme et ses petites filles y débordait. Donnez-leur à toutes de bons baisers, dites-leur que je pense à elles tous les jours et que chaque soir je prie pour elles. De tout temps, leur affection a été ma plus grande joie et 1 an de séparation, c'est bien cruel. Mais rappelez-leur que nous devons tous travailler et faire profit même de ces jours de tristesse. J'espère qu'elles se souviennent de tout ce que je leur ai dit. Elles sont de bonnes filles pour vous. Elles remplissent fidèlement leurs devoirs. Elles n'oublient pas de combattre leurs ennemis intérieurs et auront remporté de telles victoires sur elles-mêmes que quand je reviendrai, je serai plus fière encore de mes petites femmes et que je leur devrai de les aimer encore plus si c'est possible. Elles se mouchaient toutes pour cacher leurs larmes lorsque leur mère fut ce passage. Joe ne fut pas honteuse de la grosse larme qui avait élu domicile au bout de son nez. Et Amy ne craignait pas de défriser ses cheveux lorsque, tout en pleurs, elle se cacha sur l'épaule de sa mère en s'écriant « Je suis très égoïste,
Mais je tâcherai réellement d'être meilleure pour que notre père ne soit pas désappointé en me revoyant. » « Nous tâcherons toutes, » s'écria Meg. « Je ne penserai plus autant à ma toilette, et si je peux, j'aimerai le travail. Et moi, j'essaierai d'être ce qu'il aime à m'appeler, une petite femme. Je ne serai pas brusque et impatiente. Je ferai mon devoir ici au lieu de désirer être ailleurs, » dit Joe, qui pensait que ne pas se mettre en colère était bien plus difficile que de combattre une douzaine de rebelles. Bess ne dit rien, mais elle essuya ses larmes et se mit à tricoter de toutes ses forces, faisant tout de suite son devoir le plus proche et prenant dans sa tranquille petite âme la résolution d'être, lorsqu'il arriverait le jour tant désiré du retour de son père, tout ce qu'il désirait qu'elle fût. En ce moment, la vieille servante Anna annonça qu'elle avait débarrassé la table. Les 4 sœurs prirent alors leurs 4 petits paniers à ouvrage et se mirent à coudre des draps pour la tante March. C'est un ouvrage peu intéressant, mais ce soir-là, personne ne murmura. Et Joe ayant proposé de partager les longs sujets en 4 parties, qu'elles nommèrent Europe, Asie, Afrique et Amérique. Elles s'amusèrent beaucoup à parler des pays au milieu desquels elles passaient en cousant. À 9h, elles plièrent leur ouvrage. Et comme c'était leur habitude, avant d'aller se coucher, elles chantèrent un cantique. C'était leur prière du soir. La soirée se terminait toujours ainsi. Chapitre 2. Un joyeux Noël. Ce fut Jo qui s'éveilla la première le jour de Noël. Elle n'aperçut ni bas ni souliers sur la cheminée et pendant un instant, elle se sentit aussi désappointée que lorsque, bien des années auparavant, elle avait cru que son petit bas s'était envolé parce que, surchargé de bonbons et de jouets, il était tombé à terre. Mais bientôt, elle se rappela la promesse de sa mère et glissant sa main sous son oreiller, elle découvrait un petit livre rouge. C'était un livre où une mère très intelligente avait rassemblé tous les conseils de sagesse, de ceux qu'on a désignés sous le nom de morale familière, qui pouvaient être utilisés à ses enfants. Jo sentit que c'était là le vrai guide dont elle avait besoin. Elle éveilla Meg en lui donnant un coup de coude et lui souhaitant un joyeux Noël, l'avertit de regarder sous son oreiller. Meg y trouva un petit livre vert ayant au commencement la même gravure que celui de sa sœur. Et sur la première page de chacun des 2 livres, leur mère avait écrit de sa main quelques mots qui rendaient leur cadeau très précieux à leurs yeux. Bientôt, Bess et Amy s'éveillèrent et découvrirent aussi leur petit livre, dont l'un était relié en bleu et l'autre en brun. Les premiers rayons du jour les trouvèrent assises sur leur lit, occupées à examiner leurs livres et à en parler. Mais on n'entendit plus dans les 2 chambres que le bruit des pages lentement tournées. « Où est maman ?» demanda Meg à Anna, une demi-heure après lorsqu'elle et Jo descendirent pour remercier leur mère. Les petits Hummel, tout en larmes, sont venus ce matin la demander, et elle est tout de suite partie pour aller voir de quoi on pouvait avoir besoin chez eux. Elle est presque trop bonne, votre maman. Elle donne tout ce qu'elle a, du pain, du vin, des habits, du bois. Il n'y a personne comme elle au monde. La vieille servante était au service de Madame March depuis la naissance de Meg. Et tous dans la maison la considéraient comme une amie plutôt que comme une domestique. « Anna, maman va bientôt revenir. Ainsi, faites vite les gâteaux afin que tout soit prêt, » dit Meg en rangeant dans un panier les objets destinés à Madame March. « Où est donc le flacon d'eau de Cologne d'Amy ?» s'écria-t-elle en ne le voyant pas. « Elle l'a repris il y a 2 minutes pour y mettre un ruban ou je ne sais quoi, » répondit Jo, qui dansait au milieu de la chambre avec les pantoufles neuves à ses pieds, dans la louable pensée de les briser et de les rendre plus souples pour sa mère. « Comme mes mouchoirs de poche sont jolis, n'est-ce pas ? Anna les a lavés et repassés, et je les ai marqués moi-même, » dit Bess en regardant avec satisfaction les lettres quelque peu irrégulières qui lui avaient donné tant de peine à faire. « Oh, que c'est drôle !» s'écria Jo, qui venait de prendre un des chefs-d'œuvre de Bess. Elle a mis mère au lieu de Madame March. « Ce n'est donc pas bien ?
J'avais pensé qu'il valait mieux faire comme cela parce que Meg a les mêmes initiales et que je ne veux pas que et je ne veux que et que je ne veux pas que personne d'autre que maman se serve de ses mouchoirs, dit Bess d'un air malheureux. Meg lança à Joe un regard d'avertissement et sourit à Bess en lui disant « C'est très bien comme cela, ma chérie. Votre idée est très bonne, car personne ne pourra se tromper maintenant, et je suis sûre que cela fera beaucoup plaisir à maman. » Au même moment, la porte d'entrée s'ouvrit et on entendit des pas dans le corridor. « Cachez vite le panier, voici maman !» s'écria Joe. Mais c'était seulement Amy qui se dépêchait d'entrer et fut toute déconcertée à trouver là ses sœurs. « D'où venez-vous et que cachez-vous derrière votre dos ?» lui demanda Meg, surprise de voir que la paresseuse Amy était déjà sortie, puisqu'elle avait son manteau et son capuchon. « Ne vous moquez pas trop de moi, Joe. Je voulais seulement changer ma trop petite bouteille d'eau de Cologne contre une grande. Cette fois, j'ai donné tout mon argent pour l'avoir. Et je vais vraiment essayer de ne plus être égoïste. Je l'avais été hier en pensant en acheter qu'une petite. » Et Amy montra le beau flacon qui avait remplacé le premier. Elle avait l'air si humble et si sérieuse dans ce petit essai de ne pas penser qu'aux autres, que Meg l'embrassa sur le champ et que Joe dit qu'elle était un bijou, tandis que Bess, courant à la fenêtre, cueillit sa plus belle rose pour orner la bouteille d'Amy. Un coup de sonnette leur fit vivement cacher le panier, et les petites filles étaient à table quand leur mère entra. « Un joyeux Noël, chère maman !»« Beaucoup de joyeux Noël !» criait-elle en chœur. « Nous vous remercions de vos livres. Nous en avons lu chacune un chapitre ce matin et nous continuerons tous les jours. »« Je vous souhaite un joyeux Noël. Moi aussi, mes enfants. Je suis contente que vous ayez commencé tout de suite la lecture de vos livres et j'espère que vous conserverez cette bonne habitude. Mais j'ai une proposition à vous faire avant que nous nous mettions à déjeuner. Il y a tout près d'ici une pauvre femme qui a maintenant 7 enfants. Le dernier n'a que quelques jours et les 6 autres sont couchés les uns contre les autres dans un seul lit, afin de ne pas geler, car ils n'ont pas de feu. Ils n'ont rien à manger et l'aîné des petits garçons est venu me dire ce matin qu'il mourait de froid et de faim. Voulez-vous, pour cadeau de Noël, donner votre déjeuner à cette malheureuse famille, mes enfants? C'est une proposition que je vous fais, pas même une prière, encore moins un ordre. Vous êtes libres de dire oui ou non. » Les 4 sœurs avaient très faim, car elles attendaient leur mère depuis près d'1 heure. Aussi furent-elles tout d'abord silencieuses. Leur hésitation dura 1 minute, mais seulement 1 minute, et Joe s'écria « Quelle chance pour vos protégés, maman, que vous soyez venue avant que nous ayons commencé. Le déjeuner aurait disparu. »« Pourrais-je vous aider à porter tout cela à ces pauvres petits-enfants » demanda Bess. « C'est moi qui porterai la crème et les galettes, » dit Amy, abandonnant héroïquement ce qu'elle aimait le mieux. Quant à Meg, elle couvrait les crêpes chaudes et empilait les rôtis dans une grande assiette. « Votre décision ne m'étonne pas, » dit Madame March en souriant d'un air satisfait. « Vous viendrez toutes avec moi et en revenant, nous nous contenterons de pain et de lait pour notre déjeuner. »« Bravo !» dit Joe. « Le jeûne ne sera pas complet. » Elles furent bientôt prêtes et partirent en procession. La matinée n'était pas avancée. Elles prirent une rue peu fréquentée et ne rencontrèrent personne qui eût pu rire du drôle d'air qu'elles avaient en portant chacune des plats et des paniers. Elles arrivèrent bientôt dans une pauvre chambre délabrée. Les vitres des fenêtres étaient cassées et il n'y avait pas de feu. On avait couvert les lits tant bien que mal. La mère était malade. Le plus petit enfant pleurait, les autres pâles et affamés étaient pelotonnés sous une vieille couverture afin d'avoir moins froid. Les yeux s'ouvrirent tout grands et les lèvres bleues par le froid se mirent à sourire quand les petites filles entrèrent. « Ah, Seigneur, ce sont tes anges qui viennent nous visiter !» s'écria la pauvre femme en les voyant entrer. « De drôles d'anges, des anges gelés, en capuchon et en mitaine !» murmura Joe. Cette observation égaya jusqu'à la malade. Quelques moments après, on aurait dit que de bons esprits avaient réellement passé là. Anna avait fait du feu avec le bois qu'elle avait apporté et était parvenue à fermer au froid l'entrée de la chambre.
en collant du papier devant les carreaux cassés. Madame March avait donné du thé et du gruau à la pauvre femme, et tout en soignant le petit enfant aussi tendrement qu'il eût été le sien, elle consolait sa mère, lui promettant des secours de toutes sortes. Pendant ce temps-là, les 4 jeunes filles avaient fait asseoir les petits-enfants autour du feu et leur donné la béquée comme à de petits oiseaux affamés, tout en riant et en babillant. « C'est bon des anges », disaient les petites en mangeant et en présentant au feu leurs mains rougies par le froid. Les 4 sœurs n'avaient jamais été appelées des anges, et cela leur paraissait très agréable à toutes, mais surtout à Jo, qui, dans son enfance, avait souvent reçu le sobriquet du petit diable. Aussi, quoiqu'elles n'eussent rien gardé pour elle d'un seul de leurs mets favoris, je suis sûre que lorsqu'elles partirent en laissant la pauvre famille consolée, il n'y avait pas dans toute la ville un seul enfant aussi gai qu'elle. La perspective de se contenter de pain et de lait pour le jour de Noël ne les attristait nullement. C'est là ce qui s'appelle aimer mieux son prochain que soi-même, dit Meg. Je suis contente que maman nous ait donné l'occasion d'appliquer ce beau précepte. Mais déjà, elles arrivaient à la maison et personne ne lui répondit parce que tout le monde était de son avis. Pendant que Madame March était occupée à chercher des habits pour la famille Hummel, ses enfants se hâtèrent de poser sur la table les présents qu'elle lui destinait. C'était bien peu de choses, mais il y avait beaucoup d'affection et d'abnégation dans ces quelques petits paquets-là. Et le gros bouquet de roses rouges et de chrysanthèmes blancs qu'elle mit au milieu de la table donnait à la chambre tout entière un air de fête. « J'entends, maman. Commencez, Bess. » Amy ouvrait la porte. « Vite, Meg !» s'écria Jo. « Allons, 3 hurrahs pour maman. » Amy ouvrit la porte. Bess joua en guise de marche un ravissant morceau de Mozart et Meg conduisit à sa mère à la place d'honneur. Madame March fut surprise et touchée, et des larmes brillèrent dans ses yeux lorsqu'elle examina ses cadeaux et lut les petits billets qui les accompagnaient. Elle mit immédiatement ses pantoufles, versa quelques gouttes d'eau de Cologne sur un des mouchoirs de Bess, attacha la rose à sa ceinture et dit que ses jolis gants lui allaient parfaitement. Puis vinrent beaucoup de baisers, de rires avec accompagnement de toutes ces explications qui rendent les fêtes de famille si agréables dans le moment et si douces à se rappeler plus tard. Lorsqu'elles arrivèrent dans la salle à manger, elles se regardèrent étonnées et ravies. C'était bien l'habitude de leur mère de leur procurer des plaisirs. Mais depuis qu'elle n'était plus riche, elle n'avait rien vu d'aussi beau, ce qui était devant elle. Il y avait des sandwichs en abondance, 2 fromages glacés, l'un blanc et l'autre rose, des gâteaux de toutes dimensions, des fruits de charmants bonbons, et au milieu de la table, 4 gros bouquets de fleurs de serre. Évidemment, très intriguées de ces raffinements inaccoutumés, les 4 sœurs, toutes interdites, ne pouvaient en croire leurs yeux. Elles regardaient leur mère, puis la table, d'un air qui paraissait amuser beaucoup Madame March. « Est-ce qu'il y a encore des fées ?» demanda Amy. « C'est le petit Noël, dit Bess. »« Le petit Noël pourrait bien être mère elle-même, dit Meg. »« Tante March aura eu un bon mouvement et nous aura envoyé tout cela, » s'écria Jo subitement inspiré. « Rien de tout cela. C'est le vieux monsieur Lawrence, » répondit Madame March. « Le grand-père du Pile Lawrence ?» s'égria Meg. « Qu'est-ce qui a pu lui mettre cette idée dans la tête ? » Nous ne le connaissons pas. Ayant connu mon mari autrefois, il m'a envoyé cet après-midi un billet très poli pour me dire qu'il espérait que je lui permettrais d'exprimer son amitié pour mes enfants, en leur envoyant quelques bagatelles en l'honneur de Noël. Je n'ai pas cru devoir refuser et c'est ainsi que vous avez une si jolie fête ce soir, pour compenser le pain et le lait de votre déjeuner. Et c'est ainsi que se termine mon premier extrait des 4 filles du Dr March. J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie et je vous retrouve tout de suite pour la suite de ma lecture. Bonne nuit si vous allez vous coucher et bonne journée si vous vous levez.